Alors, bonjour la famille, bienvenue ici dans mon cours de mécanique des sols niveau licence. Donc, dans le cours précédent de mécanique des sols, on avait fait les relations de phase, la porosité, l'indice de vide, la teneur en eau, tout ça. Donc, si vous voulez euh, savoir le contenu du cours précédent, je vous invite à chercher sur ma chaîne YouTube. Donc, là, on continue aujourd'hui avec le cours de mécanique des sols, mais la granulométrie. Donc, les différents grains du sol, les différents diamètres des grains du sol. Voilà, c'est ça qu'on appelle granulométrie. Donc, pour ça, les diamètres des particules du sol sont variés. Il y a beaucoup de diamètres qui peuvent varier de la particule ultra fine, vraiment à l'ordre de microns, et jusqu'à des particules à des centimètres. Donc, des centimètres en microns. On voit ici les différentes normes, comment des particules dans le sol sont nommées en fonction de leur taille. Par exemple, ici, si on prend ici, la nomenclature routière là, à Tember, voilà. Ça, cette ligne-là, c'est les diamètres qu'on a. Et en fonction du diamètre, on classifie la particule comme caillou ou gravier ou sable. Sable, là, il y a gros sable et fin, des limons et puis des l'argile. Donc, là, on a les British Standard System, la norme britannique. Voilà, il y a plusieurs normes ici, MIT, ça c'est les trucs américains. Voilà, il y a plusieurs normes. Donc, en fonction de chaque pays a ses normes de classification. Donc, en fonction de la taille de la particule, on peut dire que voilà, il s'agit d'un argile, d'un limon, d'un sable ou ainsi de suite. Voilà. Donc, comment maintenant la distribution granulométrique là est obtenue? Comment on peut obtenir les différentes particules qui sont contenues dans un sol, par exemple? Pour dire que ce sol-là, il y a, des particules de tel diamètre, les particules de tel diamètre, la particule de tel diamètre. Donc, pour ça, on fait l'analyse mécanique. On va ici voir qu'est-ce qu'on appelle analyse mécanique ou encore essai de sélectionnement. Donc, ça se fait avec ce type de tamis là pour un sol à grains grossiers. Donc, si vous voyez que votre sol là a des grains grossiers, des gros grains, donc voici ce qu'on utilise. On utilise une analyse à tamis. Donc, la photo qui montre ici des tamis, ça c'est comme des tamis que nos mamans utilisent dans les cuisines là. Voilà. Vous voyez ici les ouvertures. Ici, vous voyez les ouvertures sont de forme carrée, par exemple. Donc, c'est pas toujours le cas. Il faut tout simplement placer le sol ici, si, en haut des piles de tamis là, et ça va faire passer, et chaque tamis va retenir le sol, les grains de sol correspondant à plus supérieur à son diamètre, je veux dire à l'ouverture. Donc, en fonction des normes, les ouvertures là, des tamis là sont différentes. Je vous place ici, par exemple, un tableau qui montre, ça c'est la norme américaine et ça c'est norme française. Norme américaine, ça veut dire American Society for Testing and Material. Et l'autre, AFNOR là, c'est Association française de normalisation. Donc, chaque norme a les diamètres. Je prends ici, juste ce tableau montre une correspondance entre ces normes-là. Donc, vous avez par exemple TAMI numéro 4. Ça correspond au module
38 du norme ASNOR. Donc, vous voyez l'ouverture 4,75. Ici, c'est 5 mm. Donc, ça, c'est juste une correspondance entre. Donc, juste pour dire que les tamis, là, l'ouverture là est normalisée. Chaque pays a ses normes. La France a ses normes, les Américains aussi ont leurs normes, les Japonais aussi ont leurs normes. Voilà. Donc, peut-être votre pays aussi, d'où vous venez, vous avez aussi des normes. Il faut voir. Si vous n'avez pas, vous avez le devoir de créer les normes là pour votre pays. OK. Donc, voici comment ça se passe. Donc, on met l'échantillon de sol. Quand je dis l'échantillon de sol, c'est le sol que vous allez prendre à quelque part pour votre chantier. Et les sols que vous voulez utiliser pour votre chantier ou bien aux zones d'emprunt là, vous venez vous placer en haut ici et vous allez voir tout de suite, sans même secouer les tamis là, ça commence déjà à descendre. Donc, chaque tamis va laisser passer les grains de sol qui sont plus petits que son diamètre et retenir les grains qui sont plus grands que son diamètre. Donc, on place et on ouvre ici. Maintenant, ça là, ça va vibrer le sol pour que tout passe. Donc, voici à peu près ce qui va se passer dans le tamis là. Vous voyez? Ça descend. Ce tamis là laisse passer les grains qui sont plus petits que le diamètre de l'ouverture là, que ces ouvertures, et ainsi de suite. Donc, voici ce qui se passe. Vous voyez des grains qui tombent. Voilà. Jusqu'à la fin, vous allez avoir des grains très fins ici, à la fin. Je vous donne ici une photo, un exemple. Vous voyez ici les plus gros cailloux là sont ici. Ça, c'est en plusieurs centimètres, le diamètre, la taille de ces cailloux, de ces grains. Donc, plus vous allez en bas, plus ça devient plus petit. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, du fait que la masse totale de l'échantillon est connue, donc, avant de mettre l'échantillon de votre sol là, sur le tamis là, vous connaissez, ça veut dire qu'au préalable, vous allez peser la masse totale. Et après ça, maintenant, chaque tamis, vous pouvez prendre les retenues là, de chaque tamis pour aller peser. Donc, avec ça, vous pouvez obtenir le pourcentage des passants ou des retenues par chaque tamis. Donc, ce pourcentage-là, vous allez voir, on va l'utiliser pour faire une courbe après. Donc, ici, les tamis là, le tamisage consiste à cribler le sol. Donc, vous voyez la machine là. Bon, il y a d'autres qui font aussi avec leurs mains, hein. Ils secouent, mais la machine quand même, c'est plus efficace. Donc, ça peut se faire avec des tamis ou des passoires. Les tamis, c'est tout simplement quand les mailles là sont carrées. Et les passoires, c'est quand les mailles là, l'ouverture, les ouvertures sont circulaires, tout simplement. Donc, c'est le même principe. En pratique, on va voir lesquels on préfère utiliser, soit des tamis ou bien des passoires. Il y a une relation, une correspondance entre les diamètres, grands diamètres pour les passoires, et aussi les côtés. Puisque les tamis, là, comme c'est carré, on va dire que c'est des côtés. Donc, les côtés des mailles des tamis, là, petit d, donc il y a une correspondance. Grand D égale à 1,25 D, petit d. Il y a une correspondance. Et même la progression des ouvertures, là, il y a un lien aussi. Les ouvertures des passoires ou des mailles des tamis, là, sont aussi normalisées. Donc, dans la norme AFNOR, par exemple, la norme française, là, ce sont des termes d'une progression géométrique. En mathématiques, là, vous avez vu la progression géométrique, là, d'une série de renards, des suites géométriques. Donc, la raison, là, voilà la raison. Racine dixième de 10 qui égale à peu près 1,25. Donc, pour avoir le diamètre suivant, on utilise le diamètre précédent. Les passants
C'est-à-dire là, ce qui passe, les grains de sol qui sont passés pour un tamis ou un passoire, on appelle ça les tamisas. Maintenant, ce qui est retenu par les tamis ou les passoires, ça c'est le refus. Donc, un nombre entier M est associé à chaque tamis. Donc, vous voyez les tamis numéro, bon, les trucs à fond là, c'est module. Ils appellent ça le module. C'est un module. Donc, voilà, le module là n'est pas obtenu aussi au hasard. Le module est obtenu à partir de cette formule-là, qui est, donc, on prend, on pose ça, cette formule, et on prend le nombre entier qui est plus proche de cette formule-là, logarithme-là. Donc, les ouvertures sont normalisées, les modules sont normalisés. Voilà. Donc, ce tableau-là nous montre pour AFNOR, hein, donc la norme française, comment, vous voyez le module de 50 jusqu'à 17 ici. Ou bien si vous voulez de 17 à 50. Donc, ça diminue les numéros. Donc, petit d, on a dit que c'est les côtés des carrés des tamis là. Et grand D, c'est le diamètre des passoires qui ont forme circulaire. Donc, voici les noms. Donc, en pratique maintenant, on a des passoires et on a des tamis en pratique lesquels on utilise. Donc, vous allez voir qu'en pratique, dans les labos, et seul le module 38 la possède à la fois tamis et puis passoire. Celui-là, 38. C'est ce module. Mais pour les, pour les petits modules, c'est-à-dire de 38 jusqu'à ici, jusqu'à 20. Attention, ça ne part pas ici, là. 19, 17, là, ça ne part pas là-bas. On va voir comment utiliser cela aussi après, tout de suite. Donc, de 38 jusqu'à 20, normalement, c'est réservé pour les petits modules, là, pour les choses. Et ça, c'est, on utilise les tamis. Donc, si vous voyez les diamètres qui sont des petits modules là, ce sont les tamis. Les tamis, donc, sont réservés pour ces petits modules. Et les passoires, maintenant, pour les gros modules, 50 jusqu'à 38. Donc, ça, c'est ce qui concerne la pratique. Mais l'exception, à partir de là, quand les diamètres sont plus petits que 0,75, hein, bon, c'est vrai qu'on n'a pas mis 0,75 ici, mais c'est 0,75. Donc, voilà pourquoi, à partir de pour ces deux-là, on va utiliser ça pour classer, déterminer les diamètres. Parce qu'à partir de là, c'est trop petit. On ne peut plus utiliser ça chose. Donc, voilà pourquoi on dit en deçà du module 20, deçà de celui-là, les tamisas, on vient de définir tamisa, hein, donc c'est ce qui est passé, n'est plus fiable. Ça sera alors la donc les sédimentométrie. Donc, on va définir ça tout de suite. Donc, ça va se présenter comme ça dans un tube. On va mélanger le refus là, les tamisas là, pardon, avec de l'eau et mettre dans un tube. Et en fonction de la densité des grains, ça va descendre. Vous voyez ici, c'est bien classé. À ce qui est en bas là, on va dire c'est des cailloux et choses. C'est bien classé. Vous voyez ici, c'est des limons. Ici, c'est de l'argile. Donc, en fonction du poids et de la taille des grains, on va dire, on aura quelque chose comme ça. On va voir comment on fait les sédimentométries là. Donc, ce que je disais, l'analyse par les tamis là, elle est impraticable à partir des ouvertures inférieures à 0,075 mm. Donc, 75 microns, si c'est inférieur à 75 microns, on ne peut plus se fier au tamis là encore. Donc, pour les sols qui sont fins là, les siltes et les argiles, on utilise l'analyse hydrométrique. Donc, comment ça se passe cette analyse hydrométrique là?
Cet essai est basé sur la loi de Stokes. Cette loi-là, qu'est-ce que c'est cela? C'est quand on dit il y a une formule, il y a une loi qui définit la chute des sphères. Puis c'est les particules là, on suppose qu'à partir de ces diamètres-là, les particules là sont sphériques. Donc, il y a une relation entre la chute des sphères dans un fluide visqueux. La photo que je viens de montrer là, c'est un fluide visqueux dans lequel la terminologie vitesse, la vitesse des chutes là, comment les particules vont descendre, dépend du diamètre des particules, de la densité des grains en suspension et du fluide. Donc, on aura besoin il y a une formule qui lit tout ça. Donc, l'hydromètre là, c'est un appareil qu'on va utiliser maintenant pour mesurer. Ça va nous permettre de déterminer le poids spécifique ou densité de la suspension. La suspension, là, ce sont le grain du sol là, qui sont, et, qui sont obtenus à partir des tamis là, en bas des tamis là. Les tamis inférieurs là, c'est ça, on a mélangé dans de l'eau. Donc, c'est ça qui est la suspension là. Voilà. Donc, avec l'hydromètre, donc, cette incapacité d'obtenir et calculer le pourcentage des particules et d'un certain diamètre, c'est-à-dire diamètre inférieur à 0,075 mm là, on peut résoudre ça en utilisant l'hydromètre. Donc, vous voyez ici, ça c'est moi, hein. Et quand je faisais la deuxième année à l'Institut des yeux au Burkina Faso. Donc, c'est un exemple. Ce que je tiens là, c'est l'hydromètre là que je tiens. Donc, il faut mélanger. Là, c'est juste un type, quelque chose pour mélanger. L'hydromètre, après, on le met. Donc, vous allez voir que on doit mettre, enlever encore, mesurer. Il y a mesurer à plusieurs intervalles de temps. Donc, on fait les mesures là plusieurs fois. Vous allez voir que ça peut prendre jusqu'au lendemain, vous allez continuer à faire les mesures. Donc, voilà pourquoi vous allez avoir besoin de chronomètre. Vous voyez, par exemple, ici, celui-là, il tient le chronomètre. Donc, vous mesurez à 1 minute, 0,5 minutes, 1 minute, 2 minutes, et ainsi de suite. Jusqu'à ça va aller à des milliers de minutes. C'est-à-dire, jusqu'au lendemain, vous allez continuer à faire les tests, à mesurer l'hydromètre là. Et à chaque fois, il faut enlever l'hydromètre et rincer encore, remettre, tout ça. Vous voyez. Donc, les mesures, vous voyez comment vous devez lire. C'est ça l'hydromètre là. Donc, ce que je tiens là, c'est juste quelque chose pour mélanger. Mais l'hydromètre, c'est ça. Donc, c'est cet appareil-là qui va vous donner, qui va compléter votre analyse là, granulométrique là. Donc, ce que les tamis n'ont pas pu faire, puis compléter à partir des diamètres inférieurs à 0,075 mm là, vous prenez ça, mélangez avec de l'eau et faites ça là. Ce test-là c'est vraiment long. Et vraiment, vraiment, vraiment long. Parce que vous allez le continuer à faire les mesures là jusqu'au lendemain. Mais les détails, tout ça là, voilà les détails pour les normes AFNOR, c'est ici, on les trouve. Et les normes américaines là aussi, désignation. Donc, pour la norme AFNOR, voilà la désignation. Et pour la norme américaine, voilà la désignation. Donc, il y a un autre cours que je vais faire qui va détailler toutes les expériences qu'on fait en mécanique du sol ou géotechnique. Donc, dans ce cours-là, on va donner plus de détails. Donc, actuellement, ce que vous avez besoin de savoir, c'est juste que là, vous avez besoin de ça pour compléter l'analyse avec les tamis. Les tamis, c'est
diamètres, les diamètres qui sont supérieurs à 75 micromètres. Maintenant, à partir des diamètres inférieurs à 75 micromètres, c'est-à-dire 0,075 mm, vous devez utiliser cette analyse-là avec l'hydromètre. Voilà. Donc, la distribution de pourcentage de l'échantillon total inférieur à un tamis peut être tracée soit en histogramme ou plus souvent en diagramme de fréquence cumulée. Voilà. Donc, les dimensions des grains équivalents sont tracées ici sur échelle logarithmique. Donc, sur l'axe des abscisses, on va tracer échelle logarithmique. Puisque quand on amène les pourcentages et tout, des diamètres là, donc, ce qu'on a besoin, c'est les diamètres et les pourcentages qui représentent ces diamètres là. Pourcentage sur la masse totale. Donc, si on a ça, on peut maintenant tracer une courbe. Et c'est cette courbe-là qu'on va appeler ici, voilà, la courbe granulométrique pour différents types de sols. Voilà un exemple. Donc ça, vous avez un sol A, le sol B est là, en violet, le sol C qui est là, en vert, là, sol D qui est en bleu, et il y a un autre sol est ici. Donc vous voyez que chaque sol a sa courbe. Et en tant qu'ingénieur, quand vous voyez la courbe, ça vous dit beaucoup de choses. Ça vous donne beaucoup de renseignements. Cette courbe-là vous donne beaucoup de renseignements. Donc, ces renseignements-là, peut-être celui qui a fait la courbe au laboratoire ne connaît pas trop, mais vous devez savoir quelles sont les informations que cette courbe-là vous dit si les sols donnés. Ces sols-là, est-ce que ces sols-là est bon pour votre chantier? Vous devez le savoir. Donc, voilà pourquoi dans l'exercice, la vidéo qui va suivre, je vais faire des exercices types pratiques dans lesquels vous allez pouvoir peut-être utiliser ces courbes-là pour pouvoir juger et améliorer un sol, par exemple, dans un cas pratique, juste en se basant sur une courbe. Voilà. C'est la courbe vous dit des informations. Donc, vous voyez ici, en abscisse, on a des diamètres. Et là, c'est les pourcentages qu'on a. Vous voyez? Donc, pourcentage, 10%. Et là, en haut, vous avez les différents types de sols. Puisque au début de cette vidéo, je vous ai montré un tableau qui montre, en fonction du diamètre des particules, on peut classer les sols, soit en forme de cailloux, de gravier, de sable, sable fin, sable grossier, limon et argile. Donc, voici, vous pouvez utiliser les mêmes tableaux là que j'ai donné ici, que j'ai donné au début de la vidéo, pour classer ici. Si vous avez le diamètre en bas ici, vous pouvez classer donc s'il s'agit de l'argile. Évidemment, l'argile, les limons argile là ont des diamètres plus petits. Donc, en fonction de la norme que vous utilisez, vous pouvez classifier ici. Donc, ici, on utilise ces courbes-là. Comment on interprète ces courbes-là? Donc, on va parler des sols bien gradés. Les sols bien gradés, là, c'est il y a ce sols-là une courbe bien représentée qui représente une large bande des particules, des dimensions des particules. Et la courbe là la courbe de sélection est lisse et généralement concave vers le haut. Donc, si vous prenez par exemple cette courbe là, vous voyez, ça prend une large, voilà, bande des diamètres là, des particules. Par contre, si on prend un sol qui est mal gradué, donc vous allez voir qu'il y a certaines particules là, certaines dimensions qui n'ont pas pris en compte. Vous voyez par exemple ce sol D là, c'est un sol, on va dire uniforme. Uniforme pourquoi? Parce que les particules qui sont là sont à peu près de même dimension. Vous voyez, la majorité est là, comme plus de 90% jusqu'à intervalle, on va dire 10% là. Tout ça là, c'est un sol, à peu près un sol, et à peu près les mêmes dimensions. Là, c'est pas trop
la dimension des grains ne change pas trop. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un sol uniforme. Donc, ces genre de sol-là, on dit que la courbe est mal graduée. Donc, il y a plusieurs autres dimensions qui ne sont pas dans ces sols. Vous voyez, ces sols et là aussi, c'est pareil. Donc, sol gradé, sol non gradé. Donc, souvent, on peut vous poser des questions comme ça dans les devoirs. Après avoir fait la courbe, on vous demande est-ce que le sol est bien gradué ou mal gradué. Donc, il y a des diamètres aussi qu'on utilise, des diamètres spécifiques, et D, qui correspondent à un équivalent pourcentage, à des pourcentages des passants sur la courbe. Donc, comment on interprète la courbe là, quoi? Ces diamètres-là sont utiles. Donc, il y a d'abord D10, le diamètre D10. Donc, ce diamètre correspond au grain et, des grains qui correspond à 10% du passant de l'échantillon pour le poids. Donc, d'autre part, donc si vous prenez, si la courbe a 10% ici, voilà, si vous prenez ce sol-là, le diamètre qui correspond à 10%, là où les 10, si vous suivez la ligne horizontale et 10%, là où ça va couper votre courbe là, vous descendez, vous allez avoir les diamètres là. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, si ce diamètre D10 là correspond vraiment à 10% du passant de l'échantillon, on peut dire encore que 10% des particules sont plus petits que ce diamètre-là. Donc, ce diamètre-là aussi est appelé diamètre effectif. Il y a d'autres diamètres aussi. Ça, c'est D10. Il y a une autre formule qu'on appelle coefficient d'uniformité de Hazen. Ce coefficient-là, CU, vous faites les D60 divisé par les D10. Donc, on a déjà défini D10. Voilà. D60, c'est tout simplement pareil, hein. Vous prenez les 60% et vous tracez la droite, là où ça va couper, là, la courbe, vous descendez pour avoir les diamètres correspondants à D60. Donc, D60 divisé par D10, vous obtenez le coefficient là. Donc, ce coefficient-là nous dit est-ce que le sol là, il est uniforme ou pas uniforme. En fonction des valeurs de ce coefficient, vous pouvez juger en tant qu'ingénieur est-ce que le sol est uniforme ou pas. Donc, plus le coefficient est petit, plus le sol est uniforme. Donc, vous prenez par exemple CI égale à 1, ça veut dire que c'est peut-être un seul type de diamètre que ce sol-là a. C'est vraiment uniforme. C'est-à-dire D60, c'est la même chose que D10. C'est même grain là. Donc, ça veut dire que la courbe est presque arrêtée. Si on prend cette courbe sol D là, par exemple, 60, ça va être là. Et 10, ça va être là. Donc, si vous voyez 10, le diamètre, c'est 0 quelque chose. 60 aussi. Voilà. Ça va être ici. 0, là, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Donc, le coefficient est petit. Donc, ça veut dire que le sol est presque uniforme. Donc, si on a CU 2 ou 3 pour un sol, ça veut dire que ce sol-là est tout simplement mal gradué. Maintenant, si on a le coefficient qui est supérieur à 15, voilà, là, on a un sol bien gradué. Il y a un autre coefficient qu'on utilise encore, le coefficient de courbure. Voilà, C. Ce coefficient-là, voici sa formule. Donc, dès 30, vous choisissez 30 et vous descendez au carré, divisé par D60 fois D10. Ça, c'est le dénominateur. Donc, en faisant ça, ce coefficient de courbure vous donne la forme de la courbe. Est-ce que c'est vraiment courbe ou bien c'est lisse? Vous voyez ici, si vous prenez le sol A et le sol C, vous voyez que ce n'est pas la même courbure. Vous voyez la courbure ici et ici. Est-ce que c'est courbe ou bien c'est tout droit? Donc, c'est ce coefficient-là qui vous permet de déterminer si
la forme de la courbe. On peut combiner ce coefficient-là de courbure là, avec le coefficient d'uniformité là pour aussi juger si le sol est bien gradué ou mal gradué aussi. Donc, si je prends un coefficient de courbure entre 1 et 3, on considère comme bien gradé. Donc, CC là, 1 et 3, ça varie entre 1 et 3. Donc, 1 inférieur à CC, inférieur à 3. Donc, on considère comme bien gradé. Si le CI, on part maintenant vers le CI. Si le CI est plus grand que 4 pour le gravier et plus grand que 6 pour le sable. Voilà. Ce que je viens de dire là. Voilà ça. En mathématiques, mathématiquement par là. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand c'est trop truc. Donc, pour le gravier là, c'est entre le CC, coefficient de courbure là, entre 1 et 3, et le CI, coefficient d'uniformité là, supérieur à 4. Maintenant, pour les sables, c'est 6. Donc, pour les sables, le CC entre 1 et 3 et le coefficient d'uniformité qui est supérieur à 6. Donc, ça, on dit que le sol est bien gradé. C'est-à-dire, il y a la présence de grandes variétés de diamètres. Peut-être, il y a beaucoup de diamètres qui sont considérés dans ce sol. Voilà. Bien gradé. Donc, pour ce cours-là, on va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, je vais vous faire un exemple. Je vais vous donner des exercices pratiques et pour comprendre comment on utilise toutes ces formules-là, comment on interprète ces courbes-là, comment on peut mettre en pratique ces formules-là qu'on vient de donner dans ce cours-là, dans cette vidéo-là. Donc, abonnez-vous et partagez les vidéos entre vos amis. Voilà, pour faire profiter tout le monde. Donc, si vous voulez, vous avez des questions aussi, vous pouvez me contacter et je vais voir si je peux vous aider. Donc, si je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.